Salut à toi, c'est Guillaume, ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo autour de Black Scholes. Alors il se trouve que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur certains modèles, certaines lois appliquées à BTC. Et aujourd'hui, on va voir cet autre modèle que j'ai trouvé assez intéressant. À voir aussi si ça tient la route, est-ce que BTC peut en gros être cerné, entre guillemets, par ce modèle. Et il y a donc la playlist qui s'affiche à l'écran. Si tu n'as pas vu les autres vidéos, je t'invite grandement à aller voir ça. Certaines sont très intéressantes. Je dirais même qu'elles sont toutes intéressantes, mais il y en a peut-être certaines qui sont plus intéressantes que d'autres. Je reconnais. Donc à toi de voir celles qui te plairont le plus. Et aujourd'hui, attaquons d'emblée avec ce modèle. Donc, il existe une équation écrite en 1973 qui a valu un prix Nobel à ses auteurs qui pilotent des milliers de milliards de dollars sur les marchés chaque jour et qui est censé pouvoir mettre un prix sur n'importe quel actif. Cette équation s'appelle Black-Scholes. On peut dire aussi modèle, mais bien sûr il y a une équation. Et aujourd'hui donc on va voir ce qui se passe quand on essaie de l'appliquer à l'actif le plus chaotique de l'histoire moderne, Bitcoin. Attention spoiler, ça ne se passe pas comme prévu et la raison va nous emmener loin, jusqu'à la mécanique quantique. Donc accroche-toi, je te le dis accroche-toi, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une trame à suivre, et à un moment donné, ça doit faire tilt. Tu vas voir, je t'aiderai, je te dirai à un moment donné lorsque ça doit faire tilt. Alors d'abord posons les bases. Qu'est-ce que c'est au juste Black-Scholes? C'est une équation qui permet de calculer le prix juste d'une option financière. Et une option, pour rappel, c'est un contrat qui donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix fixé d'avance. Par exemple, le droit d'acheter du BTC à 100 000 dollars dans 3 mois. La question que se posaient Black, Scholes et Merton, bon Merton il a été exclu du coup, voilà. Petite pensée à Merton, en 1973 était simple. Combien vaut ce droit aujourd'hui? Leur réponse, c'est cette équation. Voilà. Alors je sais là, ça peut paraître... mais comme je fais à chaque fois dans chaque vidéo lorsque je présente une équation en modèle, eh bien je décortique. Donc, ce signe c'est la dérivée partielle, variation donnée. V c'est le prix de l'option, ce qu'on cherche. S c'est le prix du sous-jacent, ici prix de l'actif sous-jacent, pardon, j'ai oublié. Ici BTC. Lui c'est la volatilité, lui c'est le taux d'intérêt sans risque, et c'est le temps. Voilà. Donc déjà, c'est un peu plus clair en décortiquant comme ça chaque élément. Donc l'équation dit comment le prix de l'option évolue en fonction du temps et du prix, en l'occurrence là de BTC. Le problème, c'est que quand on prend cette équation et qu'on la branche sur BTC et qu'on regarde ce qui se passe, eh bien on se rend compte que Black-Scholes suppose que les prix suivent une loi normale, une belle courbe en cloche, bien sage. Je mettrai un schéma explicatif donc clair à l'écran plus tard pour que ce soit plus concevable. Et donc là, dans le cas de Bitcoin, ce n'est pas du tout ça. On a une volatilité de 80% par an contre 15% par exemple pour le S&P 500. On a des crashs de 50% en quelques jours, des pumps de 200% en quelques semaines. Donc là, c'est des moyennes, hein, mais voilà. En tout cas, historiquement, c'est vrai. Donc des mouvements que la loi normale considère comme statistiquement impossibles, mais qui arrivent tous les ans dans le cas de BTC. On appelle ça des queues épaisses. La probabilité des événements extrêmes est largement sous-estimée par le modèle classique. Voilà. Ça, qu'on va voir encore une fois sur le schéma, c'est beaucoup plus parlant. Et un deuxième problème, c'est que Black-Scholes suppose une volatilité constante. Et Bitcoin, lui, peut passer de 30 à 150% de volatilité annualisée en quelques semaines. Donc concrètement, si on prend une option sur Bitcoin avec Black-Scholes en regardant simplement ce modèle-là, on va massivement sous-estimer le prix des options qui paient sur des mouvements extrêmes. Et c'est exactement pour ça que les market makers de crypto en général utilisent des modèles plus sophistiqués. Là, ça doit faire tilt. Là, si ça n'a pas fait tilt, c'est que faut rien lâcher, on continue. Allez. Troisièmement, en plot twist, Black-Scholes, c'est Schrödinger déguisé. Et à vrai dire, je comptais faire une vidéo sur... je pensais en fait m'attarder uniquement sur Schrödinger, mais justement en faisant des petites recherches, en discutant avec notre cher Claude, eh bien, je me suis rendu compte que c'était plutôt Black-Scholes qui devait être le principal sujet.
Donc maintenant, je vais te montrer quelque chose que la plupart des traders ne savent même pas. Donc, prenons compte de cette équation, celle-ci. Donc c'est opérateur appliqué à V. Et comparons-la à celle-ci. Ok. Donc là, pas la peine de se casser la tête, de commencer. Voilà. On décortique. Là, je vais pas lire l'ensemble. Mais pareil, si on décortique, ça devient quand même un peu plus clair. Et donc la deuxième, c'est l'équation de Schrödinger. Donc celle-ci, ok. Le pilier de la mécanique quantique, comme je disais au début, parce que j'avais dit qu'effectivement on en arriverait à ce stade, celle qui décrit le comportement des particules à l'échelle atomique. Eh bien, c'est exactement la même équation, donc une dérivée temporelle et un opérateur différentiel. La seule différence, donc on a un facteur i devant la dérivée temporelle, pardon. La dérivée temporelle, donc, elle est là. Et encore une fois, l'opérateur, c'est ça. Ok. Donc là, ce qui nous intéresse historiquement, c'est qu'en 1900, un mathématicien français nommé Louis Bachelier soutient sa thèse à Paris sur le sujet. C'est théorie de la spéculation. Dans cette thèse, il découvre que les prix de la bourse suivent un mouvement brownien. Là, j'ai pas fait de recherche, j'ai pas creusé plus que ça. Une marche aléatoire continue, et il écrit pour la première fois l'équation qui décrit cette diffusion. Et 5 ans plus tard, en 1905, un certain Albert Einstein, peut-être qu'on doit dire Stein, je sais pas, publie un article sur le mouvement des particules dans un liquide, et il redécouvre exactement la même équation, mais cette fois appliquée aux atomes. Voilà, on en revient en fait à ce qu'on vient de décrire juste au-dessus. Donc Bachelier avait découvert l'équation de la diffusion avant Einstein, mais pour les prix au lieu des particules. Black-Scholes est l'héritier direct de Bachelier, Schrödinger est l'héritier direct d'Einstein. Okay. Les deux descendent du même ancêtre mathématique. Donc on a l'équation de la chaleur qui décrit comment n'importe quelle quantité se diffuse dans le temps. Voilà. Donc finalement, encore une fois, on se rend compte que Bitcoin, c'est de la physique en fait. C'est de la physique. Il y a vraiment quelque chose qu'on retrouve à chaque fois. À chaque fois selon le prisme en fait, voilà, que ce soit tel modèle, telle loi, telle équation, il y a quand même à chaque fois ce pattern. Cinquièmement, donc la rotation de Wick, le pont mathématique. Pour passer rigoureusement de l'une à l'autre, il existe une astuce qui s'appelle la rotation de Wick. Alors l'idée est simple, on remplace le temps réel t par un temps imaginaire. Moins t, toujours t, mais on rajoute ça. Voilà. Quand on applique cette transformation à Schrödinger, le i de gauche se multiplie avec le moins i du changement de variable, et les deux i se neutralisent. Et on obtient, et donc si on remonte un peu plus haut, voilà, sauf que ici on a un moins. Voilà, et il n'y a plus le i. Ça me fait penser à des calculs de mathématiques du collège ou du lycée, je sais plus, peut-être plus lycée, où effectivement on neutralise un élément de chaque côté et on simplifie en fait. Et c'est exactement ça. Bon, bien sûr, là, c'est pas, il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre. C'est exactement donc la forme de Black-Scholes. Donc on en revient à la forme du début. Black-Scholes, c'est littéralement donc, Schrödinger en temps imaginaire. Voilà. À méditer. Et ça veut dire que pricer une option sur Bitcoin, c'est mathématiquement identique à calculer l'évolution d'une particule quantique. Voilà. Ça, c'est ce que je disais encore il y a un instant. C'est assez dingue. C'est assez dingue les corrélations entre ce genre de calcul et la manière avec laquelle on peut justement appréhender Bitcoin et son comportement à ce vilain adolescent. Et sixièmement, pourquoi se fait-il donc pour Bitcoin? On pourrait se dire, ok, c'est bien beau, c'est tout joli, tout ça, mais à quoi ça sert concrètement? Eh bien, c'est là que ça devient puissant. Black-Scholes classique correspond au cas le plus simple de la formulation quantique. Bon, là, j'ai pas creusé non plus, un Hamiltonien basique. Une volatilité constante, une diffusion gaussienne. Mais la formulation de Schrödinger est beaucoup plus générale. On peut construire des Hamiltoniens beaucoup plus riches qui encodent des sauts de prix brutaux, les gros dumps, une volatilité qui change avec le prix, volatilité stochastique, les effets de mémoire, les chocs passés influencent le présent, des queues épaisses, les événements extrêmes ne sont plus impossibles. C'est exactement ce que fait la Quantum Finance, un champ développé notamment par Belel Baki, je ne sais pas si je le prononce correctement, dans son livre publié en 2004. Donc pour Bitcoin, c'est précisément ce qu'il faut, un actif tellement irrégulier, en termes d'action du prix, je tiens à préciser, pas en termes de temporalité,
jusqu'à preuve du contraire. Que le marteau gaussien ne fonctionne plus et qui demande une boîte à outils mathématiques beaucoup plus riche. Donc je pense que c'est le moment d'afficher à l'écran l'image dont je parlais au début et en cours de vidéo. Donc voici le schéma. Merci Claude pour avoir permis d'y voir plus clair. Donc j'attire ton attention ici. Donc on voit que la ligne marron c'est la distribution réelle de Bitcoin et la ligne bleue c'est la loi normale, ce que prédit Black-Scholes. Et on se rend compte que la loi normale donc elle prend pas en compte des dumps de 50%, de moins 50% là. C'est, allez, au mieux, moins 30 et c'est rare. Après, on a quand même beaucoup plus de constance en fait. Et idem pour les pumps. Voilà, là, BTC, pareil. Il y a une part en fait, plus que non négligeable, il y a une part très significative qui se trouve en fait au niveau des extrêmes. C'est ça simplement qu'il faut comprendre. Et la loi normale de Black-Scholes, le modèle ne prend pas en compte ce genre de moves absolument mythiques, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc Black-Scholes dit, c'est pas moi qui l'ai, Claude a balancé ça, ces événements sont quasi impossibles. Bitcoin répond, ils arrivent plusieurs fois par an. Donc les zones rouges foncées, on a sur chaque extrémité, ce sont des événements extrêmes que Bitcoin produit régulièrement. Et que Black-Scholes, encore une fois, considère comme quasi impossible. Donc pour conclure, Black-Scholes, l'équation reine de la finance, est en fait une équation de Schrödinger qui s'ignore. Et Bitcoin, par sa violence et son chaos, est peut-être le premier actif qui force la finance à utiliser pleinement les outils de la physique quantique pour être correctement modélisé. C'est ça qui est beau. Et c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos sur ces modèles, ces lois, etc. Et que je les compile, parce que je dirais que c'est capital en fait pour cerner Bitcoin, pour mieux appréhender Bitcoin, pour mieux comprendre Bitcoin. L'ironie finale, c'est que pendant que les traders cherchent encore à appliquer une équation des années 70 à un actif des années 2010, la solution mathématique existait déjà, planquée dans les équations qu'Einstein et Schrödinger ont écrites il y a un siècle. Et oui, l'histoire, c'est l'histoire. Et c'est dommage qu'on ne regarde pas plus ce qui s'est passé il y a des décennies, voire des siècles, parce que parfois on peut avoir des réponses et on peut mieux cerner le présent, finalement, et peut-être même le futur. Donc tu te souviens, à un moment donné, j'ai dit, là ça doit faire tilt. Maintenant, si ça n'a pas fait tilt il y a quelques minutes, là ça devrait probablement faire tilt. Parce que ce qu'on réalise finalement, c'est que pour décrire Bitcoin, le modèle simple de Black-Scholes est inadapté. Et donc si on s'amuse à par exemple faire du levier à des moments clés et qu'on s'attend à avoir des mouvements, je dirais mineurs, eh bien du fait qu'on se rattache plutôt au modèle classique donc de Black-Scholes, eh bien on risquerait justement de massivement sous-estimer justement les prix à venir. Et là dans le cas des options, ce serait assez problématique. On se planterait totalement en fait. Voilà qui est fait. Bon, bien sûr, je pourrais creuser beaucoup plus que ça, et même à titre personnel, voilà, il y a des choses que j'ignore encore. C'est parce que ça reste quand même complexe. Je ne suis pas un grand mathématicien. J'essaie juste simplement de comprendre un minimum comment on peut justement comment avoir une approche claire, mais voilà, sans trop se casser la tête. Et puis de toute façon, sinon les vidéos dureraient très longtemps. C'est pas le but. Le but, voilà, c'est de mettre en avant certaines choses intéressantes comme ça, qui permettent de réaliser que Bitcoin n'est pas justement quelque chose de... Ce n'est pas une erreur, et que c'est quelque chose au final de fascinant. C'est fascinant. Mais si jamais tu as des questions, si jamais tu veux faire Et si jamais tu as des questions, si jamais tu souhaites avoir une explication, tu souhaites que je développe quelque chose en particulier, un élément de la vidéo, n'hésite pas, je le ferai avec plaisir dans les commentaires. Je te répondrai dans les commentaires et on verra ça de plus près.
Sur ce, je te dis à dimanche pour le 22e épisode de la série Bitcoin Early Cycle Low, décembre 26. Il y a des choses très intéressantes là à mettre en avant. Donc ne rate pas le prochain épisode. Prends soin de toi et à ta liberté.